Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse et pronostic en compagnie de Movsar Ibragimov. Peut-être l'une des vidéos enregistrées avec Movsar la plus attendue de cette année, puisqu'on va évidemment parler de Cyril Gane qui affronte Serghei Spivak en combat principal de la deuxième édition de l'UFC Paris. Après l'énorme succès de la première édition qui s'est passée l'année dernière, l'UFC a décidé de poser une nouvelle fois ses valises dans la capitale française. Et en plus de cela, au-delà du main event, on aura droit aussi à de très beaux combats avec 9 combattants français engagés, notamment Manon Fiorot qui affrontera Rose Namajunas dans le co-main event, et puis le spectaculaire Benoît Saint-Denis qui affronte un nouveau Brésilien, Thiago Moises. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, je vais présenter Movsar Ibragimov, champion des poids coqs de l'AEF, médaillé d'or au championnat d'Europe IMMAF, médaillé de bronze au championnat du monde IMMAF. Salut Movsar, comment tu vas, ça se passe? Ah, super, et toi, frérot? Ça va très très bien. Comme tu le sais, première question, hein, Movsar, comme d'habitude, j'ai envie de te poser une question concernant ton intérêt, ton engagement dans le combat qu'on va analyser, c'est-à-dire Cyril Gane et Serghei Spivak. Est-ce que c'est un combat? Est-ce que c'est une opposition qui t'intéresse? Est-ce que tu l'attends avec impatience? Est-ce que peut-être tu t'attendais aussi à un autre adversaire, pardon, pour Cyril? Dis-moi tout. Alors, ce combat-là, j'ai un certain intérêt dans le sens où ça se passe, tu vois, ça se passe chez nous. Même si, bon, je suis en Belgique, ça se passe à Paris, tu vois, donc on est proche de ça. Cyril Gane, c'est quand même actuellement le plus grand représentant du MMA français. Donc, forcément, il y a de l'intérêt, mais là où j'ai un plus gros intérêt encore, c'est dans le reste de la carte et les autres combattants français qui, en fait, ils se rapprochent plus de ma catégorie, donc c'est toujours quelque chose qui m'attire un peu plus. Donc, franchement, très hypé et hâte de voir cette carte en général. On va en parler des autres combats vers la fin de cette vidéo. On va se concentrer pour l'instant, si tu le veux bien, sur Cyril Gane, Serghei Spivak. Donne-moi ton avis, mais c'est vrai que je trouve que l'année dernière, le main event entre Cyril Gane et Tai Tuivasa a beaucoup plus fait parler de lui. Parce que Tai Tuivasa, contrairement à Serghei, c'est un combattant hypant, il met des gros KO, tu vois, tout le monde l'aime bien, il est charismatique. C'est pas vraiment le cas de Serghei Spivak, ça aussi on va en parler un petit peu plus tard. Mais personnellement, je vais pas te mentir, Movsar, je préfère, ou plutôt ça m'intrigue plus, ce Cyril Gane Serghei Spivak plutôt que le Cyril Gane Tai Tuivasa de l'année dernière. Parce que pour moi, ce combat-là, c'est vraiment une énigme. On ne sait pas vers où ça va. Enfin, comment dirais-je? Comment est-ce que ça va se finir tout simplement? Parce que c'est une véritable opposition de style aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es plus intéressé par ce Cyril Gane Serghei Spivak d'un point de vue sportif que par l'année dernière Cyril Gane Tai Tuivasa? Je dirais que le fait qu'il y ait moins de hype, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. C'est que déjà, au moment où Cyril il affrontait Tai Tuivasa, il était en train de faire la montée vers le title shot. Il allait vers le combat pour le titre. Donc, tout le monde était derrière lui. Et puis, tu n'étais pas sans savoir que quand Cyril a perdu, tout le monde a retourné sa veste. Il s'est fait trash talk de partout. Donc, c'est un sport ingrat, c'est un sport difficile. Et tu vois, sa hype, elle a un peu diminué avec ça. Même si, bon, il garde toujours un très gros public. Parce que voilà, c'est un sport où quand tu gagnes, t'es le roi du monde. Quand tu perds, t'es personne, tu vois. Donc, c'est très ingrat comme sport. Et forcément, quelqu'un qui met des KO aussi. Donc, l'opposition, Taito Evas à l'époque, il met des KO, il boit de la bière dans les chaussures, tu vois. Il vendait un peu plus que le lutteur grappleur actuel qu'on lui a mis. Mais pour un fan de MMA, pour quelqu'un qui s'intéresse au style et au dénouement d'un combat, c'est vrai que ce combat-ci, il peut te proposer plus de choses techniquement parlant. Ouais, il est beaucoup plus indécis. C'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. Il est beaucoup plus indécis parce que Cyril Gane Tai Tuivasa, on sait que Cyril, c'est le cauchemar des gros punchers. Serghei Spivak, c'est un autre style que Tai Tuivasa. Puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas un secret, mais Cyril et surtout Fernand Lopez, eux, à la base, initialement, ils s'attendaient à un autre adversaire. J'ai même envie de dire un autre Serghei, puisqu'on a j'ai le sentiment qu'il voulait vraiment se mesurer à Sergei Pavlovitch. Donc pas Sergei Spivak, mais un autre Sergei. Et quel Sergei? Sergei Pavlovitch, le russe qui reste sur 6 combats, 6 victoires dès le premier round. Je pense que lui, ce qu'il veut, Sergei Pavlovitch, c'est clairement attendre qu'on lui propose le title shot. Encore une fois, 6 victoires consécutives. Là, tu as le droit, tu as gagné le droit de te voir offrir le title shot ensuite. Et donc, normalement, logiquement, il devrait affronter le vainqueur de John Jones, Stipe Miocic, qui se passera au mois de novembre. Est-ce que toi, tu estimes
que Cyril Gane aurait pu affronter Sergei Pavlovich, ou peut-être que, allez, avec deux victoires, ou plutôt deux défaites, pardon, sur ses 3 derniers combats, c'est assez logique le fait que l'UFC ne lui ait pas proposé Sergei Pavlovich, ou que Sergei ait refusé tout simplement de l'affronter. Moi, je trouve ça logique que Sergei ait refusé parce que ça serait prendre un risque. 6 victoires consécutives en poids lourd, il y a des gens avec la moitié de ça, ils ont des title shots, tu vois. Donc, il est sur un gros run, prendre un risque de perdre et de perdre son title shot. Tu vois, il n'a rien à gagner à part le chèque du combat dans ce combat-là, tu vois. C'est vraiment très risqué. C'est une erreur que, à son époque, quand il a eu l'annulation avec Khabib, Tony Ferguson avait commise et il n'a jamais eu son title shot pour finir, tu vois. Donc, c'est un risque à pas prendre selon moi, pour Sergei. Et aussi pour l'équipe de Cyril, c'est normal qu'il demande ce combat-là parce que gagner contre Pavlovich, ça voudrait dire qu'il a directement droit à un nouveau title shot. Alors que gagner contre Sergei Spivak, Mhm. là, ça lui garantit rien, tu vois. Donc, fatalement, il y a plus d'intérêt pour le coin MMA Factory, tu vois. Mais bon, il va devoir faire son run au title shot, tu vois, gagner un combat, puis gagner encore un deuxième, à mon avis, avant de se revoir offrir le droit au combat pour le titre. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Sergei Pavlovich a pris la place dans le classement des heavyweights à Cyril Gane. Cyril Gane qui était classé challenger numéro 1. Aujourd'hui, c'est Sergei Pavlovich et du coup Cyril qui est relégué à la place de challenger numéro 2. Cyril Gane, Sergei Spivak, ce sera en fait le retour de Cyril à la compétition après son dernier combat. Malheureusement, il s'est absolument pas bien passé pour Bon Gamin. C'était la défaite sur soumission au bout de 2 minutes dans le premier round contre John Jones, mois de mars. C'était quand même assez récent. Visiblement, d'après Fernand Lopez, Cyril aurait pu revenir avant l'UFC Paris, mais il a fait le choix de garder cette date, donc mois de septembre, pour faire son retour à la compétition. On se souvient que, bah, tu l'as dit tout à l'heure, il y a énormément de gens qui, entre guillemets, ont retourné leur veste après cette défaite, une défaite à plat de couture contre John Jones, il faut le dire, qu'il a subi vraiment un déferlement de haine presque, même sur les réseaux sociaux. Est-ce que selon toi, il a bien fait de prendre son temps, de penser ses blessures avant de faire son retour à la compétition et de combattre du coup au mois de septembre à l'UFC Paris? Ou est-ce qu'il aurait pu se remettre dans le bain, on va dire, un petit peu plus tôt avec un autre combat avant? Je pense qu'il a bien fait, surtout si mentalement ça l'a aidé, si ça l'a remis dans le bain, ça lui a permis de s'entraîner correctement parce que on en parlait à l'époque, il disait qu'il s'entraînait pas vraiment. Donc si ça lui a permis de retourner dans la salle, s'entraîner comme un nouveau combattant, tu vois. Donc, c'est un très bon point s'il a pris le temps de s'entraîner vraiment. Alors, est-ce que, tu vois, ça dépend comment ce qu'il a fait. Il faudrait être dans son équipe pour savoir, pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Mais moi, je pense que fondamentalement, c'est une bonne chose qu'il ait pris son temps. Euh, Aussi, combattre à l'UFC Paris, ça lui permet un peu de regagner le peuple français, qui, encore une fois, je trouve avait vraiment été dur, tu vois. Je trouve qu'ils ont vraiment été durs, même si, tu vois, il avait abusé, il faisait des cœurs, il faisait des trucs, ok, tu vois, mais je trouve que c'était vraiment dur, tu vois. Il a vraiment tout donné, il a monté la France sur le pied, tu vois, sur le podium mondial, et j'ai trouvé très dur, alors que moi, à l'époque, j'étais déjà contre Cyril Gane, tu vois. Enfin, bref. Mais moi, je suis de l'autre côté du miroir. Je sais comment ça se passe dans les MMA. Tu vois, j'ai déjà gagné, j'ai déjà perdu. Et je sais, même, alors, moi, à mon niveau, tu vois, alors imagine les déferlements de haine que tu dois avoir à ce niveau-là, tu vois. Donc voilà. Ah, totalement d'accord avec toi. Encore une fois, c'est très juste ce que tu dis. Cyril a quand même été champion intérimaire de la catégorie des poids lourds. Il a quand même eu 2 title shots. Il a perdu, mais contre Francis Ngannou, ancien champion. John Jones, qui est certainement le meilleur, le plus grand combattant de MMA de l'histoire. Et ce qui était dur, en fait, c'est que certes, sportivement, il y avait des choses à dire et les critiques, elles étaient totalement justifiées. Ça, il y a rien à redire. Mais les critiques les plus dures, c'est celles qui, enfin, je sais pas, qui remettait carrément en question sa personnalité, le fait de dire que il est trop gentil, que c'est pour ça qu'il a perdu. Moi, personnellement, je trouve que c'est un petit peu abusé. D'ailleurs, je sais pas s'il te donne la même impression, mais j'ai vu son interview accordée à La Sueur, qui, je pense, pour l'instant, est la seule interview qu'il a accordée, ou en tout cas l'une des rares. Et ça aussi, c'est une différence avec l'année dernière, hein. Il accorde de moins en moins d'interviews, justement, pour se protéger des médias et des critiques, on va dire. Mais dans cette interview, il m'a vraiment donné le sentiment qu'il était déter. Là, il veut vraiment, il veut boire le sang de Sergei Spivak presque. Il a vraiment envie de lui arracher la tête. Est-ce que l'échec contre John Jones, finalement, ça peut être
positif pour Cyril et lui permettre de, je sais pas, d'aborder ce combat avec un tout autre état d'esprit, peut-être un état d'esprit de tueur. Bien sûr, totalement, totalement. Franchement, le... il y a plusieurs manières de rebondir face à une défaite, tu vois. Et moi, par exemple, encore une fois, dans ma carrière, j'ai subi 4 défaites. Il y a eu une blessure au YFC. Et puis, à la première, je- après ma première défaite, en 2 mois, j'avais les 2 oreilles cassées. J'étais devenu un gros lutteur parce que je m'étais fait lutter. Tu vois, pétage de plomb, changement de style total. Deuxième fois, j'ai perdu au championnat du monde contre un gros Dagestanais. Pétage de plomb, boum, boum. Je gagne les championnats d'Europe juste après. Troisième fois, là, je viens de perdre encore une fois contre un autre qui fait champion du monde. Et tu verras le prochain mois au championnat du monde qui arrive ici. Tu vois, donc, chaque fois que je suis passé par une défaite, j'ai tiré des grandes leçons. Tu vois, ça te rend encore plus déter. Tu vois, as envie de te venger. Tu te dis, ah ouais, j'ai perdu. Attends, vous allez voir. Et si Cyril, il est dans cette optique-là, et je pense qu'il l'est, on risque de voir un tout autre personnage. Ah, j'ai hâte. Franchement, peut-être on va assister à la fin du bon gamin et peut-être le mauvais gamin, le sale gamin, appelez-le comme vous voulez. Là, franchement, si Cyril devient méchant, si méchant finalement qu'il l'a montré face à Tai Tuivasa, on pourrait se régaler. Mais en face, il n'y a pas de Tai Tuivasa justement, on en parlait tout à l'heure. On a un homme qui s'appelle Sergei Spivak, on va pas se mentir. Pas très connu en tout cas par le grand public. C'est pas le poids lourd, c'est pas l'adversaire le plus sexy qui soit. Faut être vraiment honnête pour Cyril Gann. Mais numéro 7 de la division, certes loin derrière dans le classement par rapport à Cyril, il reste quand même sur 3 victoires consécutives. La dernière face à Derrick Lewis, c'est principalement un lutteur avec des projections de judo. On peut aussi le caractériser comme grappleur. Est-ce que pour toi c'est un adversaire, un partenaire de danse idéal pour faire briller Cyril ou attention, ça risque d'être vraiment très compliqué? C'est un peu une lame à double tranchant, tu vois, parce que étant à Paris, n'importe quelle victoire ferait briller Cyril, alors que là, il est face à un style qui peut rendre le combat ennuyant. Ouais. Tu vois, s'il l'amène au sol, qu'il le maintient au sol, le combat peut devenir ennuyant. Et si en plus ça devient une défaite, tu vois, c'est un très mauvais scénario pour Cyril. Mais de l'autre côté, s'il gagne, tu vois, en fait, s'il lui avait mis un striker nul, Hmm. ça serait mieux pour Cyril. Mais bon, il n'est pas là pour trouver des combats faciles. Et dans le top 10 de l'UFC, de toute façon, tu n'auras jamais un combat facile. Donc, t'es obligé de jouer les risques. Et là, ils lui mettent un style qui, sur le papier, risque d'être compliqué, tu vois. Donc, combat difficile. Et c'est le moment de briller, c'est le moment de montrer qu'on a évolué, c'est le moment C'est ça. de tester les armes qu'ils ont dû mettre au point parce que suite à la défaite contre John Jones, tu vois, les points sur lesquels ils ont travaillé, ça va être plus ou moins les mêmes que, tu vois, le problème, ça a été la défense de sol, ça a été le grappling, et c'est ce qu'ils ont travaillé pour Spivak. Donc, c'est le moment de montrer sur quoi ils ont travaillé, sur quoi ils ont évolué. Donc, tu vois, il y a du plus et du moins, et c'est le moment de briller pour Cyril. Très très juste encore une fois, et comme je te le disais, c'est justement la raison pour laquelle ce combat m'intrigue beaucoup plus que Cyril Gann Taishivasa, parce que là on aura droit à une opposition de style comme on en fait. Il n'y a pas moyen de faire mieux comme opposition de style. On sait, Cyril Gann, il a un background en Muay Thai, excellent striker, et puis de l'autre côté, encore une fois, Sergei Spivak, grappleur, lutteur, projection de judo. J'ai ses stats sous les yeux, c'est quand même, faut dire, Spivak, 16 victoires, 14 finishes, donc il est quand même spectaculaire. 7 sur TKO, 7 sur soumission. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que les TKO, les KO techniques, se sont pas fait debout, il connecte debout et il couche son adversaire. Non, il l'amène au sol, grand endpoint, il est tabasse et c'est comme ça que généralement il s'impose face à ses adversaires. Encore une fois, c'est une opposition de style parfaite entre Cyril et Sergei Spivak. Non, c'est ça. En plus, l'avantage au moins, c'est que même si c'est un gros lutteur, tu vois, c'est pas les lutteurs ennuyants. Il est très actif au sol, tu vois. Donc, c'est ça, c'est un bon scénario, c'est un bon moyen de prouver aussi à l'UFC qu'il est prêt à. S'il arrive à dominer ce combat-là, c'est comme envoyer un message à l'UFC, dire je suis prêt à prendre John Jones. C'est bon, j'ai compris, j'ai appris de mes erreurs, tu vois. Rendez-moi Johnny Bones Jones et on ramène la ceinture à Paris, tu vois. Donc, il a des choses à prouver dans ce combat-là
Il faut y aller, quoi. Il faut y aller déterminé. La dernière opposition de style dont je me souviens, bah, elle a eu lieu il n'y a pas très longtemps et je pense que Cyril il peut s'inspirer notamment de Sean O'Malley, même si bien sûr Sean O'Malley n'est pas Cyril Gane n'est pas Sean O'Malley, pas le même striking, pas les mêmes déplacements, quoique franchement Cyril en termes de mouvement et de déplacement, c'est un peu une sorte de Sean O'Malley, toute proportion gardée, parce que je vois venir les personnes dans les commentaires. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui arrive à échapper comme ça, qui circule de gauche à droite, de droite à gauche. Il peut peut-être s'inspirer de Sean O'Malley, comme on l'a vu faire face à Aljamain Sterling. Sterling, excellent lutteur, grappleur, et puis Sean O'Malley, excellent striker. Donc peut-être que Cyril peut s'inspirer de Sean O'Malley. Qu'est-ce que t'en penses, Mofsar? Ouais, franchement, bien sûr, Sean O'Malley, qui d'ailleurs nous a donné tort à tous les deux. Ouais. Franchement, quel chaos, c'était vraiment magnifique. Ouais, totalement, c'est vraiment, mais après, c'est pour atteindre ce genre de sortie, de contre, ce genre de mouvement-là, il faut vraiment avoir un très gros niveau technique, tu vois, un très gros niveau de striking, une très bonne aisance dans les déplacements, sur les timings. Donc, si Cyril arrive à faire ça, surtout en poids lourd, c'est sûr que là, ils vont envoyer un message euh, en or. Franchement, en jet privé, impossible de le rater. Ah, c'est clair et net. D'ailleurs, on en parlera un petit peu plus en détail, on va dire, dans les pronostics, la façon avec laquelle Cyril peut s'imposer, à moins que, je sais pas, peut-être que Movsar voit Sergei Spivak l'emporter, on verra ça dans quelques minutes. En ce qui concerne la préparation de Cyril, moi, perso, je trouve que c'était plutôt intelligent, puisqu'il a fait appel à Mourad Aliev, qui est un excellent boxeur professionnel, qui est un gabarit monstrueux, hein. Je crois que c'est plus de 2 mètres, plus de 101 kilos, Mourad Aliev. Du coup, Mourad Aliev pour la boxe anglaise, Cyril Marais pour le judo, les projections judo. Aussi Cyril Marais qui a fait quand même médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 2016 en judo. Et puis pour l'aspect grappling au sol, il a fait appel visiblement à François Laurent, qui est le président du club Infinity, qui est un club réputé en termes de grappling en France. Est-ce que pour toi c'est intelligent ça de la part de Cyril? Bien sûr, surtout pour le côté judo, parce que en fait, les judokas, ils sont très forts. Par exemple, le meilleur exemple que tout le monde va connaître sûrement, c'est Baki. Mhm. Avoir un bon background en judo, ça te permet vraiment de... En fait, ils ont un ressentiment très fort de l'équilibre des adversaires. Tu regardes les petits balayages que Baki émet en combat ou aussi quand tu vois beaucoup de ceux qui regardent, ils reconnaîtront sûrement les balayages qu'il met à Greg MMA dans la vidéo, tu vois. Alors qu'il est beaucoup plus lourd, en fait, il joue sur des points d'équilibre. Mhm. Il lève le pied, au moment où il pose le pied, il te le fauche. Donc, Ouais. tu vois, ça demande beaucoup de timing, beaucoup de technique, beaucoup de pratique. Et de pratiquer ça avec un judoka, ça va lui permettre de développer certains très bons réflexes ultra nécessaires pour affronter ce genre de personnes, tu vois. Donc, franchement, très, très bonne stratégie. Et même si les autres, tu vois, prendre un grappleur, c'est bien, prendre un gars qui fait de l'anglais, c'est bien. Mais moi, je pense vraiment le plus important, et il a bien fait ça, c'est de prendre un bon judoka. Et les Français, ils ont un très, très gros niveau mondial en termes de judo. En Belgique, on a Thomas Nikiforov, mais en France, il y a Teddy Riner, hein. Franchement, c'est certainement le plus grand judoka de l'histoire, ou en tout cas un des plus grands. Et puis avant Teddy Riner, il y avait aussi David Douillet. Ce qui est sûr, Movsar, et là je pense que non seulement toi tu seras d'accord avec moi, mais on sera tous d'accord aussi pour dire que la défaite, elle est interdite pour Cyril Gane, parce qu'on est dans une catégorie des poids lourds qui est en pleine évolution, en plein changement aussi, parce qu'on on pense que John Jones et Stipe Miocic, l'un des deux, voire même les deux, va peut-être prendre sa retraite après leur combat au mois de novembre. Mais il y a quand même du très très lourd. Il y a du Sergei Pavlovich dont on parlait tout à l'heure, 6 victoires consécutives KO au premier round. Il y a du Thomas Spinal qui m'a vraiment impressionné face à Marcin Tibura, qui l'a démoli, qui est extrêmement complète. Thomas Spinal d'ailleurs qui sera présent à Paris pour assister à l'événement, puisque lui, il a envie d'affronter ensuite le vainqueur de Cyril Gane, Sergei Spivak. Et puis il y a Gelton Almeida aussi qui va affronter Curtis Blades, excellent grappleur. Je crois 14 finishes à son actif, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que je l'ai noté. Ouais, je crois que c'est 14 victoires consécutives, le Brésilien Gelton Almeida. Si Cyril n'a pas envie d'être largué dans la course au titre, il a tout intérêt à l'emporter. Il y a aucune échappatoire possible. Il doit gagner. Non, c'est sûr. Franchement, perdre ici, ça serait un très gros risque de tomber dans les, de tomber dans les abysses
des combattants moyens, tu vois. Donc, on peut très vite devenir un gatekeeper à l'UFC. Mhm. Les gatekeepers, ceux qui tiennent la porte, tu vois, les gens, hop, le PNJ devant la porte qui attendent que tu passes pour le title shot. Et il y en a eu plusieurs des comme ça, tu vois, des très grands combattants des mauvais choix de carrière, des fois, des mauvais choix de combattants, des mauvais timings, des coups de pas de chance qui deviennent malheureusement, qui tombent dans les abysses alors qu'ils allaient vers des grands avenirs dans l'UFC, tu vois. Et franchement, là, c'est le moment, je pense, pour Cyril où il faut vraiment pas perdre, tu vois. Ils doivent le, tu vois, si nous on le sait, il le sait aussi. Et ça doit être porteur d'une grande pression pour lui, tu vois. Donc j'espère que ça va aller. Mais franchement, je sais plus ou moins le sentiment que c'est, tu vois, et j'aimerais pas ressentir ça parce que c'est vraiment désagréable. Je pense que la pression elle est maximale sur ses épaules. En plus, il évolue chez lui à Paris. Il a brillé l'année dernière. Donc là, les gens ils seront taqués. Ils l'attendent au tournant. Et ce serait, je ne lui souhaite pas, mais possiblement la deuxième défaite consécutive pour la première fois de sa carrière s'il perd contre Sergei Spivak. Mais on n'en est pas encore là. On va passer au pronostic. Juste avant, une dernière question à te poser. Parce qu'au-delà de Cyril Gane, il y a aussi énormément de Français qui vont combattre à l'UFC Paris. Taylor Lapillus, Nora Cornol, Zara Fern. William Gomis, je dis ça de tête, hein, Cyril Gane, Manon Fiorot, Benoît Saint-Denis, Yanis Guémouri, j'espère que j'ai oublié personne. Euh, Morgan aussi. Morgan Charrière, comment est-ce que j'ai pu oublier Morgan Charrière qui fera ses débuts dans l'organisation Merci Movsar? Est-ce qu'il y a un combat en particulier hors main event qui t'intéresse énormément dans cette UFC Paris? Franchement, plusieurs, hein. Déjà un peu tous les Français en général. Euh, et aussi, j'ai envie de voir aussi l'application des clubs, tu vois. Par exemple, tu as Benoît Saint-Denis avec la team Warin. J'ai envie de voir, par exemple, tu as Manon Fiorot avec la team Boxing Squad, qui est d'ailleurs la team de Théo Muris que j'ai affronté à l'AEF et que je raffronte pour ma défense de titre. Le Et j'ai 14 envie de octobre. voir un peu, c'est ça, j'ai envie de voir un peu comment leurs styles s'affirment. Il y a Morgan et Tyler Lapillus qui sont de chez US Metro avec Johnny Frachet, tu vois, c'est une équipe dont je suis très proche, tu vois. C'est d'ailleurs la team où s'entraîne Paul Denain qui est en train de briller en ce moment. D'ailleurs, il va affronter Steve bientôt, C'est ça. le 23 septembre. Ils font un peu de choses sur les réseaux, c'est bien. Donc, j'ai très hâte de voir un peu tous ces combats, tu vois. Moi, du début à la fin, des prélims au main event, je serai devant avec mes popcorn, tu vois. Et comme c'est à Paris, c'est des heures abordables pour nous, tu vois. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. On est bien, la hype, la pression, elle commence à monter petit à petit. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, bon, on n'en parlait pas trop de l'UFC Paris sur les réseaux sociaux et au niveau de la communication de l'UFC même. Mais là, on sent qu'on est à moins d'une semaine de l'UFC Paris. Ça va commencer à monter petit à petit. Dernière question à te poser, la plus importante, Mofsar. On va passer au pronostic du main event hein, de Cyril Gane, Sergei Spivak. Comment est-ce que tu vois le combat se dérouler? Lequel va s'imposer? Comment? Quel round? Dis-nous tout. Euh, j'espère que, j'espère que Cyril, il va gagner. Qu'il va gagner par, tu vois, un beau KO. Je dirais, franchement, je pense que je vais dire un KO premier round. J'ai envie d'y croire, j'ai envie tu vois, pour le bien de la France et de la francophonie, ça serait bien qu'il y ait une grosse soirée où les Français roulent sur les faits, tu vois. Hmm. Et et je pense que Cyril a les armes pour mettre KO Sergei premier round. Je dirais, franchement, bon, rentrée, sortie, pop, un petit travail au corps comme il a fait contre Taito Ivasa. Il reste un peu distant pour compliquer les takedowns et il l'endort sur un bon cross. Ben, je suis d'accord avec toi. Moi, je prévoyais peut-être pas un KO premier round, mais allez, on va dire un KO technique premier round, un petit peu à l'image de ce qu'a fait Thomas Spinal dont je vous parlais tout à l'heure. Mais Thomas Spinal a affronté Sergei Spivak. Comment est-ce qu'il a allumé Sergei? Sorti de clinch, il lui a mis un coup de genou. Sergei a baissé sa garde et il lui a envoyé mais un coup de coude d'une violence monumentale. La rapidité, en fait, la combinaison, elle m'a choqué. Coup de genou, le genou venait à peine de partir qu'il a préparé son coup de coude et il l'a allumé. Sergei a fini au sol et l'arbitre a dû mettre un terme au combat en sachant que Cyril Gane, ben lui, il vient du Muay Thai, donc le clinch, il sait ce que c'est, les coups de coude aussi. J'espère qu'il va s'imposer de cette façon face à Sergei Spivak. S'il se fait amener au sol par Sergei, est-ce
Est-ce qu'il va savoir se relever? Ça, je ne saurais pas le dire. C'est la raison pour laquelle je pense que la meilleure chance pour Cyril de l'emporter, c'est d'allumer Sergej Spivak le plus vite possible au premier round ou de faire peut-être une chaîne au malais. On sait qu'il se déplace avec beaucoup d'aisance dans l'octogone. Compliquer la tâche à Sergej Spivak qui est lent, qui est plutôt massif aussi. Donc voilà, est-ce qu'il saura suivre les mouvements, les déplacements de Cyril? C'est une autre question, mais en tout cas, j'espère que Cyril Gane va s'imposer sur KO technique au premier round. Merci beaucoup Movsar d'avoir répondu à mes questions. Vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux, au compte Instagram notamment de Movsar Ibragimov. Je mettrai le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas aussi que Movsar va affronter... C'est Théo Muris, hein, c'est ça. Movsar va affronter Théo Muris à l'AEF. Il va défendre sa ceinture poids coq de l'AEF. Ça se passe le 14 octobre. En main event, on aura aussi Patrick Abirora contre Théo Boudin. J'espère que c'est ça, hein, c'est Théo Boudin. Ouais, c'est ça, ouais. Théo Boudin, ça s'annonce vraiment très intéressant. Soutenez Movsar Ibragimov en allant vous abonner à son compte Instagram. Un grand merci Movsar et à la prochaine pour une nouvelle analyse. Merci à toi et on se rattrape bientôt.